Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur un sujet pas forcément différent mais qui peut peut-être étonner sur une chaîne un peu orientée tech. Je vais parler du Fujifilm X-T4 qui vient d'être annoncé. Alors tout simplement parce que Fujifilm c'est la marque que j'utilise depuis plusieurs années en tant que photographe. J'ai d'abord eu un X2 que je possède toujours. J'ai également un X-T2 que j'utilise notamment pour tourner cette vidéo. Et évidemment, je ne peux être qu'intéressé par le X-T4 qui vient d'être annoncé, non seulement parce qu'il apporte de nombreuses nouveautés en termes techniques, pas forcément en termes de capteurs, mais en termes d'amélioration, et notamment parce qu'il a des améliorations du côté vidéo qui sont très intéressantes, et moi qui suis encore sur le X2, vous vous doutez qu'il doit y avoir un gap relativement conséquent. Alors, le Fuji X-T4 qui vient d'être annoncé, pour l'instant, il n'a été pris en main que par quelques personnes, je pense majoritairement d'ailleurs dans le milieu anglo-saxon. Il ne sera disponible à la vente qu'à partir du mois d'avril, mais on a déjà quand même des premiers retours, et notamment, nous avons toutes les informations officielles sur ce que comporte ce nouvel exemplaire. Alors comme je vous le disais, moi je suis encore sur le X-T2, donc beaucoup de comparatifs font référence au X-T3, tout simplement parce que c'est la génération précédente. Alors la première chose que l'on peut voir déjà, ou plus exactement ce que l'on va regarder, c'est tout ce qui est ergonomie et extérieur du boîtier. Donc à première vue, c'est un boîtier qui est très proche, très similaire du X-T3 précédent. On retrouve essentiellement des petites modifications d'ordre ergonomique, notamment des boutons qui ont été repositionnés. Alors le bouton FN était positionné sur le dessus du boîtier à droite, mais il était sur le côté intérieur. À présent, il est mis en avant, proche du bouton sur lequel nous faisons les déclenchements. Quand on regarde sur le dessus des boîtiers, on voit que le grip a été redessiné par rapport au X-T3, ce qui est une bonne chose parce que ça permet d'avoir une meilleure prise sur le boîtier. C'est toujours appréciable, notamment lorsqu'on utilise des optiques un petit peu lourdes. Le bouton Q qui donne les raccourcis vers les principaux réglages du téléphone, il a également changé de place. Et par rapport au X-T3, on peut remarquer que le bouton AF-L a disparu et un bouton AF On a fait son apparition. Si on regarde les molettes, la molette à gauche sur le dessus du boîtier, alors elle a un petit peu changé. Alors on peut le dire tout de suite, même si je vais revenir dessus un peu plus loin, le mode vidéo disparaît de cette molette, par contre apparaît un mode HDR, et donc le mode vidéo, puisqu'il disparaît sur cette molette, en fait on le retrouve sur la première molette apparaissant à droite du viseur, mais on va retrouver sur cette molette en fait deux modes, le mode photo et le mode vidéo. Donc comme vous le devinez immédiatement, ça va permettre de faire le switch entre les deux univers, puisqu'ils seront radicalement scindés, différenciés, et c'est une bonne chose à l'usage. Alors extérieurement, ce qui est peut-être l'élément le plus visible dans la modification, et ce qui pour moi est quelque chose d'extrêmement important, c'est l'écran. Alors l'écran en tant que tel, j'ai envie de dire que c'est pas ça le plus important, c'est surtout que cet écran, il est désormais sur une rotule 360, et il est vraiment utilisable dans à peu près toutes les positions. L'écran du X-T2 ou du X-T3 était quand même très limité dans son utilisation, dans sa mobilité. Désormais, nous avons un écran qui peut se mettre complètement à l'opposé pour, par exemple, lorsqu'on se filme. Là, vous voyez, je suis en train de me filmer sur le X-T2, je ne vois absolument rien, je n'ai aucun retour. Je sais à peu près comment je me suis positionné, mais voilà, c'est au pifomètre. L'avantage du X-T4, c'est que désormais, il sera possible de se visualiser dans l'écran qui est tourné vers nous. Et mine de rien, c'est quand même un apport important. Là, je vous parle de la vidéo, mais c'est aussi valable pour la photo, puisque parfois, dans certains contextes, on peut être amené à vraiment se contorsionner, et on a besoin d'avoir un retour sur l'écran, puisqu'on ne peut pas accéder à l'œilleton pour viser, tout simplement. Et bon, pour moi, c'est vraiment une évolution très importante, c'est quelque chose qui manquait énormément. Alors, en tant que photographe, c'est pas forcément là que j'en ai le plus besoin, mais au niveau de la vidéo, c'était à mon sens quelque chose qui faisait vraiment défaut. Ça paraîtra peut-être accessoire à un certain nombre de personnes, mais à mon sens, c'est vraiment une avancée importante. D'ailleurs, je parle d'avancée, j'ai envie de dire que c'est même plutôt de se mettre à niveau par rapport à ce que fait la concurrence, puisque si vous regardez les GH5 notamment, qui sont très utilisés, ils ont cette fonctionnalité et c'est quelque chose de plébiscité. Au niveau des prises que l'on retrouve sur le côté, alors désormais, il y a, par rapport au X-T2 en tout cas, il n'y a plus un seul emplacement, mais deux emplacements avec des caches. La solidité paraît un petit peu légère, bon, on verra à l'usage. Et donc on retrouve la prise micro, que l'on avait déjà précédemment. Par contre, la prise casque disparaît.
Elle passe dorénavant en bas, au niveau de la prise USB-C. Alors vous avez une prise USB-C et une prise mini HDMI. Et donc elle passe au niveau de la prise USB-C via un adaptateur qui est fourni avec l'appareil. On peut considérer que c'est un peu dommage parce que cet adaptateur, il faut l'avoir avec soi. Et en règle générale, quand on est en extérieur, qu'on a envie de l'utiliser, c'est là qu'on se rend compte qu'on a oublié l'adaptateur. Bon, c'est toujours très compliqué. En tout cas, voilà, sachez que la prise casque, vous pourrez toujours l'utiliser, mais plus de façon native. Bon, on retrouve aussi, évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais la prise pour la télécommande. De l'autre côté, on retrouve deux emplacements pour les cartes SD, comme précédemment, mais elles ne sont plus comme elles l'étaient, alors en tout cas sur le XT2, elles étaient plus ou moins superposées. Dorénavant, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Alors je vous avoue qu'à titre personnel, je trouve qu'a priori c'est quelque chose de plus utilisable. C'est vrai que parfois c'était pas forcément toujours évident de sortir la bonne carte SD de l'emplacement, surtout si on avait des gants parce qu'il faisait froid quand on était en extérieur. Alors on a fait un petit tour rapide de l'ergonomie, de l'aspect extérieur du XT4. Maintenant on va un peu parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors le capteur c'est le même que le XT3. Voilà, cherchez pas plus loin, il n'y a pas d'amélioration particulière sur le capteur en tant que tel. C'est celui du XT3. Moi qui suis encore sur le XT2, bon, ça fait une petite évolution intéressante. Donc c'est pas de ce côté-là que Fuji a fait un travail spécifique. Je parle bien du capteur, parce qu'après tout ce qu'il y a autour, là il y a pas mal de changements. Et le changement peut-être le plus important, eh bien c'est tout simplement sur l'apparition d'une stabilisation 5 axes. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être l'élément primordial, c'est en tout cas ce sur quoi communique au maximum Fuji, c'est que désormais le boîtier est stabilisé. Ce qui n'était pas le cas auparavant, c'était juste certaines optiques qui devaient l'être, et celles qui ne l'étaient pas, bah, il n'y avait rien. Alors la stabilisation, elle est plus ou moins issue de l'expérience du Fuji X-H1. Désormais, Fuji nous la présente comme étant une stabilisation qui permet de gagner 6,5 stops. Je dis bien 6,5. Là où le X-H1 n'en gagnait que 5. Elle est a priori donnée comme étant vraiment très performante, et les premiers essais, les premiers tours de testeurs qui sont en contact avec Fuji, ben écoutez, apparemment, elle est vraiment au niveau. Donc c'est a priori une très grosse avancée qu'a fait Fuji dans ce domaine. Alors comme c'est pas quelque chose que je maîtrise, hein, c'est vraiment une partie technique sur laquelle j'ai assez peu de connaissances, donc je ne veux pas me mouiller non plus que nécessaire. En tout cas, c'est une stabilisation au magnétisme par rapport à d'autres stabilisations plus mécaniques, dirons-nous. Une amélioration importante, c'est au niveau de l'AF. A priori, le suivi de l'AF est vraiment très fortement amélioré. Il y a quelques vidéos qui circulent sur des essais, et franchement, écoutez, si ça s'avère exact, il semblerait qu'on ait vraiment quelque chose de très bon niveau. Une grosse amélioration par rapport à ce qui existait. Après, il faudra voir objectif par objectif, puisque l'AF, c'est pas uniquement le boîtier, c'est aussi l'objectif qu'on accole dessus. Et donc sinon, comme je vous le disais, le capteur c'est celui du XT3, le viseur c'est également le même que le XT3. Le déclencheur, alors pour le XT3, il était donné pour 150 000 déclenchements, en tout cas il était garanti pour 150 000 déclenchements, je vous parle évidemment du mécanique. Pour le XT4, il est garanti pour 300 000 déclenchements. Et donc en parlant de technique, le dernier petit élément qu'on ne peut pas manquer de mentionner, c'est évidemment la batterie. Donc cette fois-ci, nous avons un nouveau modèle de batterie qui vient d'apparaître. Pas forcément très différente en termes de dimension a priori. Ce sont des batteries de 2200 mAh. La capacité de la batterie est donc de 600 déclenchements en mode économie et de 500 en mode normal. Si vous ajoutez le grip, on passe à 1700 déclenchements en mode économie et 1450 je crois en mode normal. Le grip en fait contient deux batteries supplémentaires qui sont à l'intérieur. Pour ce qui est de la vidéo, la capacité des batteries est donnée comme étant globalement largement le double de ce que l'on avait auparavant. Encore une fois, ce sont des valeurs qui sont pour l'instant, je ne vais pas dire au doigt mouillé, mais qui ne sont pas encore totalement éprouvées dans les faits. D'ailleurs, je pense que les tests se font sur des versions non finalisées du firmware du XT4, qui de toute façon, Fuji, c'est quand même aussi une de ses marques de fabrique, fait évoluer ses logiciels au fur et à mesure, en tout cas pendant au moins 2 voire 3 ans. En continuant sur le mode technique, il y a une rafale de 15 images secondes en obturateur mécanique, et l'obturateur électronique, lui, est à 30 images par seconde. Alors je vous en parlais tout à l'heure au niveau de l'ergonomie, en vous disant que désormais le mode photo et le mode vidéo étaient séparés au niveau d'une des molettes, de façon beaucoup plus radicale quelque part que précédemment. Mais c'est aussi le cas au niveau de l'interface sur l'écran de la partie firmware.
puisque dorénavant, il y a 2 univers séparés aussi pour les réglages photo ou vidéo. Donc selon le choix que vous faites sur la molette, vous ne verrez dans le menu que les paramètres pour la photo ou que les paramètres pour la vidéo. C'est quelque chose finalement de beaucoup plus clair, c'est plus simple, puisqu'on a, en fonction du mode que l'on choisit, accès qu'aux informations qui concernent ce mode. Donc pour moi, c'est vraiment une différenciation qui apporte un vrai plus à l'usage quotidien du XT4. Si on aborde d'une façon générale, c'est pas forcément que du logiciel, mais dorénavant on voit l'apparition d'un mode RAW compressé. Alors nous avions déjà, donc le RAW évidemment il est disponible depuis le départ. D'ailleurs je suis trop imprécis quand je dis un RAW compressé, puisque le RAW compressé existe déjà depuis quelques années chez Fuji, mais c'est surtout que c'est un RAW compressé dit avec perte. Alors à l'usage, c'est encore une fois à vérifier de façon plus complète, et notamment sur les versions définitives du firmware lorsqu'il sera disponible à la sortie du XT4. Il semblerait que les pertes soient quand même très minimes pour un gain de poids supplémentaire. Bon, utilisable, pas utilisable, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas l'élément fondamental. Ce qui est essentiel, c'est que ce soit quelque chose qui soit apporté en plus. Il est toujours bon d'avoir des fonctionnalités. Après, si on n'en trouve pas forcément l'intérêt, moi je considère qu'il faut mieux les avoir et ne pas les utiliser, qu'être à la recherche de quelque chose qui n'est pas présent. Alors, si on prend les différentes petites modifications, le mode JPEG évidemment est toujours présent, mais apparaissent dorénavant les modes TIFF en 8 et 16 bits. Donc pareil, c'est une nouveauté supplémentaire qui est proposée. Au niveau de la balance des blancs, alors c'est pareil, il y a une petite différence. Il y a désormais un mode priorité blanche ou priorité ambiance. Ça peut paraître anecdotique, alors il faudra voir à l'usage, encore une fois, c'est comme toujours, c'est quand même en fonction de notre propre utilisation qu'on se rend compte de l'intérêt ou pas. Mais il peut être intéressant d'avoir une balance des blancs dont la priorité va être mise sur l'ambiance. Lorsque vous utilisez par exemple des lampes style Philips Hue pour apporter des teintes en arrière-plan, il peut être intéressant justement de garder une teinte basée sur cette ambiance. En tout cas, à l'usage c'est à vérifier, mais c'est une bonne chose, je trouve que là aussi, c'est un élément en plus qui ne peut être que bénéfique. Alors, c'est pas totalement logiciel, mais quelque part quand même. Petite particularité, quand vous êtes en mode photo, vous pouvez modifier les paramètres si vous utilisez les molettes, vous pouvez changer l'exposition, vous pouvez changer les ISO, enfin ce genre de choses. Par contre, lorsque vous êtes en mode vidéo, ça passe par l'écran tactile. Donc en fait, les molettes sont quelque part désactivées. Donc les molettes seront utilisables en mode photo, et c'est l'écran tactile qui vous permettra de modifier les paramètres en mode photo. Et l'un n'influe pas sur l'autre, c'est-à-dire que si vous basculez du mode photo au mode vidéo ou inversement, quelque part vous pourrez garder des réglages différenciés. Ça peut paraître un peu étonnant, mais à mon sens c'est là aussi une bonne chose, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes besoins selon que l'on soit en photo ou en vidéo. Sinon, le mode F-Log, alors à voir l'usage, j'ai pas totalement creusé de ce côté-là, mais il y aurait moyen de visualiser à l'écran ce mode F-Log en on ou en off. Ça permettrait en fait, sans écran extérieur, de visualiser le rendu final. Alors au niveau de la vidéo, vous avez évidemment du 720p, du 1080p, de la 4K en 30 et 60 fps. Au niveau des ralentis, enfin plus exactement de la vitesse de tournage, vous avez un mode 120 et 240 images par seconde en 1080p. Alors le 240, apparemment, il y a quand même une petite dégradation de l'image, mais il est toujours là, ça peut être intéressant. Alors, puisqu'on parle du mode vidéo, par contre, il est un petit peu dommage que ça soit toujours limité à 20 minutes d'enregistrement comme sur le XT3. Fuji n'a pas jugé utile d'augmenter ou plutôt d'étendre cette capacité. Je ne sais pas si au niveau logiciel, une mise à jour pourra faire sauter ce verrou. Je ne sais pas du tout comment ça se gère à ce niveau-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est regretté par pas mal de monde et bon, je le comprends aisément. Alors on a fait un petit tour rapide de l'ergonomie, de l'aspect extérieur, des modifications en termes de contenu, de hardware, un peu au niveau de logiciel, c'est très superficiel, mais en même temps c'est un premier retour rapide sur cette annonce. Et maintenant, évidemment, on va parler du prix. Et il est annoncé à 1 799 € en boîtier nu. Alors par contre, c'est quand même un montant que je trouve assez élevé. Alors je ne suis pas allé vérifier, mais a priori c'est 300 € de plus que le prix du XT3 à sa sortie. Bon, 1800 € pour le boîtier nu, c'est vrai que il y a pas mal d'ajouts, c'est quand même assez intéressant. Malgré tout, ça reste un poil cher, je suis un peu mitigé. Bon, voilà, je trouve que c'est un petit peu cher. C'est difficile pour l'instant de juger sans avoir réellement pu essayer le boîtier, voir les apports de façon concrète. Alors si vous l'achetez avec un objectif,
Il est vendu à 2199 avec le 1855 et à 2299 avec le 1680. Bon, moi j'ai déjà quand même pas mal d'optiques, donc si je devais l'acheter, ce serait uniquement en boîtier nu. Alors parmi les petits agréments, et notamment liés au tarif, c'est que pour 1800 € le boîtier nu, il est vendu sans flash et sans chargeur. Surtout sans le chargeur, à la limite je veux dire, c'est quand même ça peut-être le problème de base, puisqu'il va falloir impérativement passer par l'achat d'un chargeur Fuji. Donc c'est un chargeur double, vendu 69 €. Et si vous voulez acheter quelques batteries supplémentaires, elles seront également vendues à 69 € pièce. Pour le grip dont je vous ai parlé un peu plus loin, il est vendu 329 €. Alors le grip a cette particularité que désormais les deux batteries qu'il contient ne peuvent plus être chargées en branchant le grip séparément. Il faut que le grip soit sur le XT4 et la recharge se fait via la prise USB-C du XT4. Donc c'est un peu dommage, ça ne peut pas servir de recharge externe comme c'était le cas auparavant. Alors hormis ces petits agréments tarifaires, le XT4 me plaît beaucoup. Je suis très intéressé par l'amélioration apparemment vraiment importante de son AF. C'est vrai que l'autofocus a toujours été un élément sur lequel on s'est un peu focalisé sur les gammes Fuji. Ça s'améliorait au fil du temps. Là apparemment l'amélioration est vraiment très notable. Donc je suis vraiment curieux de découvrir ça. Comme je vous le disais, bon, l'écran sur la charnière, la rotule à 360 degrés, c'est un vrai plus. La stabilisation, et notamment une stabilisation quand même de haut niveau, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant également. Et là, je pense non seulement à la photo, mais aussi à la vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, merci de la partager sur les réseaux sociaux, de la liker, de laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.